Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Voix des Nations. Depuis le 28 février 2026, le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle ère. Pas une escalade de plus, pas une frappe isolée comme on en a connu depuis des années. Une guerre, une vraie. La quatrième depuis 2024 entre l'Iran et Israël. Mais cette fois avec les États-Unis directement engagés aux côtés de leurs alliés, dans une opération baptisée Fureur épique côté américain, Lion rugissant côté israélien. Depuis, le monde a changé de rythme. Un guide suprême assassiné, 9 nuits de frappes américaines consécutives sur le sol iranien, des tankers attaqués dans le détroit d'Ormuz, des drones iraniens visant le Koweït, la Jordanie, Bahreïn, et au milieu de tout ça, un président américain qui alterne les menaces d'attaques massives et les appels à la table des négociations. Comment en est-on arrivé là? Où en est-on exactement aujourd'hui? Et surtout, vers quoi cette confrontation nous mène-t-elle? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, sans parti pris, en s'appuyant sur les faits les plus récents. Installez-vous, ça va être dense. Partie 2, remontez le fil. Comment on en est arrivé là? 1h30, 6h30. Pour comprendre l'embrasement actuel, il faut revenir un peu en arrière. Ce conflit n'est pas né du jour au lendemain. Il est l'aboutissement d'une escalade qui s'étire sur plus de 2 ans. Tout commence réellement le 7 octobre 2023, quand le Hamas attaque Israël. Le lendemain, le Hezbollah libanais entre à son tour dans la danse, suivi fin octobre par les Houthis yéménites. 3 fronts, 3 branches de ce que l'Iran appelle son axe de la résistance. Un réseau d'alliés que Téhéran finance et arme depuis des décennies, avec pour cible déclarée Israël, les États-Unis et leurs partenaires régionaux. En 2024, 2 premières confrontations directes éclatent entre l'Iran et Israël, en avril, puis entre juillet et octobre. Le 31 juillet 2024, le chef du Hamas Ismaël Haniyeh est assassiné à Téhéran en pleine investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. Fin septembre, c'est le quartier général du Hezbollah à Beyrouth qui est rasé, tuant son secrétaire général Hassan Nasrallah. L'Iran riposte en tirant près de 200 missiles balistiques vers Israël. Le 13 juin 2025 marque un tournant. La 3e confrontation bascule en guerre ouverte entre l'Iran et Israël, ce qu'on appellera plus tard la guerre des 12 jours. Puis, après une accalmie de quelques mois et des négociations reprises entre Washington et Téhéran en janvier-février 2026, tout bascule à nouveau et plus fort que jamais. Le 28 février 2026, Israël et les États-Unis lancent une opération militaire conjointe d'une ampleur inédite depuis l'invasion de l'Irak en 2003. C'est le déclenchement officiel de ce que les historiens appellent déjà la guerre d'Iran de 2026, ou la 4e guerre du Golfe. Au cours de cette offensive, un événement va marquer un point de non-retour symbolique, l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. Son fils, Mojtaba Khamenei, blessé dans l'attaque, lui succède à la tête du régime, mais reste étrangement absent de la scène publique pendant de longues semaines. En représailles, l'Iran lance l'opération Promesse Honnête 4, une vague de frappes de missiles balistiques et de drones visant Israël, les bases américaines dans le Golfe, mais aussi des cibles plus inattendues, Chypre et le Caucase. Le Pentagone, qui avait anticipé le coup, avait discrètement évacué plusieurs bases jugées trop exposées aux missiles iraniens à courte portée dès la fin février. Un premier cessez-le-feu intervient le 16 avril, avec la réouverture du détroit d'Ormuz, un point qu'on détaillera dans un instant tellement il est stratégique. Mais le blocus américain reprend dès le lendemain, avant d'être prolongé sin die par Trump le 21 avril. Ce sera le premier d'une longue série de cessez-le-feu fragiles. Le 14 juin, nouvelle étape. Un accord est annoncé entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre. Trump lève le blocus naval tout en prévenant que les hostilités pourraient reprendre en l'absence d'un accord sur le nucléaire iranien. 3 jours plus tard, le 17 juin, en marge du sommet du G7 à Évian, le fameux Mémorandum d'Islamabad est signé à Versailles, en présence d'Emmanuel Macron, Marco Rubio et Jean-Noël Barrot. Mais cet accord ne tiendra que 3 semaines. Le 8 juillet, les combats reprennent, à moindre intensité d'abord. Les deux camps considèrent alors le mémorandum comme caduc. Partie 3, la situation aujourd'hui. 9 nuits de feu, 6h30, 12h. C'est là qu'on entre dans la phase la plus dure du conflit, celle qui domine l'actualité de ces derniers jours. À partir de la mi-juillet, Washington enchaîne les frappes sur le territoire iranien, nuit après nuit. Le 20 juillet, les États-Unis en sont à leur 9e nuit consécutive de bombardements, visant des infrastructures militaires et des sites stratégiques sur l'ensemble du pays. Un mort est signalé dans le sud-ouest de l'Iran. En représailles, Téhéran étend le conflit à des cibles américaines situées dans les pays du Golfe, la Jordanie, le Koweït. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est le langage employé par les deux camps. Mojtaba Khamenei
réapparaissant enfin publiquement dans un message lu à la télévision d'État, qualifie l'accord de cessez-le-feu signé par Trump de dénué de valeur et nul. Quelques heures plus tôt, un négociateur iranien avait annoncé que Téhéran suspendait ses engagements dans le cadre de cet accord. De son côté, Trump menace de frapper des centrales électriques et des ponts pour, selon ses mots, contraindre l'Iran à desserrer son emprise. Washington rétablit également le blocus naval des ports iraniens pour étrangler les exportations de pétrole brut du pays. Le secrétaire d'État Marco Rubio tente, en parallèle, de maintenir une porte diplomatique entr'ouverte. Les États-Unis restent, dit-il, toujours ouverts à une solution diplomatique, mais tout accord devra être sérieux, et l'Iran devra être prêt à s'y conformer. Une manière de rappeler que Washington considère que c'est Téhéran qui a rompu ses engagements. Et la situation ne s'arrange pas avec le temps. Fin juillet, on assiste à une nouvelle intensification. L'Iran revendique des attaques de drones contre des installations utilisées par l'armée américaine à Bahreïn, en Jordanie et au Koweït. Le 31 juillet, Téhéran affirme avoir visé une base aérienne américaine au Koweït, information que les autorités koweïtiennes n'ont pas confirmée. L'Iran dit également avoir frappé 2 pétroliers placés sous escorte aérienne américaine dans le détroit d'Ormuz et avoir lancé des drones contre des cibles militaires américaines au Koweït. Le Koweït, de son côté, affirme avoir intercepté ces drones. Autrement dit, on est face à une guerre régionale à intensité variable, faite de vagues, des pics de frappe intenses, suivis d'accalmies, suivis de nouvelles escalades, sans qu'aucun cessez-le-feu ne tienne durablement depuis février. Un mot sur le détroit d'Ormuz, parce que c'est le point névralgique de ce conflit. Environ 1/5 du pétrole mondial transite par ce goulet d'étranglement entre l'Iran et la péninsule arabique. Chaque fermeture, chaque menace de blocage, chaque tanker visé fait immédiatement bondir les cours du pétrole sur les marchés mondiaux. C'est l'un des rares leviers dont dispose l'Iran pour faire mal économiquement à ses adversaires sans attaquer directement leur territoire. Et c'est aussi la raison pour laquelle les États-Unis ont fait de sa réouverture une priorité stratégique constante depuis le début de l'année. Partie 4. Les acteurs et leurs calculs, 12h, 18h. Prenons un peu de recul et regardons qui joue quoi dans cette partie d'échec régional. Côté américano-israélien, la coalition rassemble les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït comme belligérants directs ou impliqués, avec le soutien logistique ou diplomatique de l'Azerbaïdjan, de Bahreïn, du Kurdistan irakien, de la Jordanie, du Liban, d'Oman, du Qatar, de la Syrie post-Assad, de la Turquie et du Royaume-Uni. Donald Trump occupe évidemment le centre du jeu américain, entouré de Pete Hegseth à la défense, du général Dan Kane et de l'amiral Brad Cooper pour le commandement militaire. Côté israélien, Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense Israël Katz et le chef d'état-major Eyal Zamir pilotent l'effort de guerre, avec le soutien du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmaneh. Un point mérite d'être souligné. Selon plusieurs sources, Netanyahou aurait cherché, à Washington, à convaincre Trump que l'Iran poursuit secrètement le développement de son programme nucléaire, une thèse contestée. L'Agence internationale de l'énergie atomique elle-même a indiqué que si l'Iran refuse toujours d'autoriser l'inspection de ses sites endommagés depuis la guerre de 2025, elle n'a pour l'instant trouvé aucune preuve d'un programme d'armement nucléaire actif. C'est un détail qui compte parce qu'il illustre le écart qui peut exister entre le narratif politique et les constats techniques des organismes internationaux. Côté iranien, le commandement est désormais assuré par Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père après son assassinat, aux côtés du président Massoud Pezeshkian, du président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et de responsables comme Ali Larijani. Téhéran continue de s'appuyer sur son réseau régional, l'axe de la résistance, même très affaibli après 2 ans de frappes contre le Hezbollah, le Hamas et les milices pro-iraniennes en Irak. Ce qui est frappant, c'est l'asymétrie de moyens, mais aussi de discours. Israël affirme disposer d'une bonne évaluation des stocks de matières nucléaires iraniens, tous enrichis, selon ses services, à un niveau inférieur à 60%. Le CENTCOM américain, de son côté, aurait averti que les images filmées par les militaires pendant les frappes permettent paradoxalement à l'Iran d'évaluer en temps réel l'efficacité de ces frappes sur son propre territoire. Un problème de sécurité opérationnelle non négligeable pour Washington. Autre acteur à ne pas sous-estimer. Israël lui-même en interne. Malgré une hausse de son budget de la défense, Tsahal affirme ne pas avoir reçu les financements nécessaires pour reconstituer ses stocks de munitions et de missiles intercepteurs. Autrement dit, même le camp qui semble dominer militairement montre des signes de tension logistique après des mois de guerre à haute intensité. Et il y a la diplomatie parallèle.
Donald Trump s'est dit optimiste dans un entretien accordé au Financial Times fin juillet sur la possibilité d'un accord nucléaire civil avec l'Arabie saoudite, couplé à une normalisation des relations entre Riyad et Israël. Il affirme avoir discuté de ce dossier directement avec Mohammed Ben Salman. C'est un signal important. Pendant que la guerre contre l'Iran se poursuit, Washington travaille en parallèle à consolider un nouvel équilibre régional avec les pétromonarchies du Golfe, une stratégie qui rappelle, sur le fond, les accords d'Abraham de 2020, mais dans un contexte de guerre ouverte cette fois. Partie 5. Les enjeux réels. Nucléaire, pétrole, régionalisation, 18h, 22h30. 3 enjeux structure, à mon sens, l'ensemble de cette crise. Premier enjeu, le nucléaire iranien. C'est le prétexte officiel et probablement la vraie ligne rouge pour Israël comme pour Washington. Netanyahou et Trump ont affirmé conjointement que l'Iran ne disposera en aucun cas de l'arme nucléaire. Le problème, c'est que d'anciens responsables du renseignement estiment que même après des mois de frappe, l'Iran conserverait encore les ressources et le savoir-faire technique nécessaires pour relancer un programme, même diminué. D'où l'idée, évoquée du côté américain, d'un plan porté par le CENTCOM visant à affaiblir durablement les capacités balistiques iraniennes, tout en laissant, en théorie, la porte diplomatique ouverte. Deuxième enjeu, l'arme économique et énergétique. Le blocus naval, la fermeture ou la réouverture répétée du détroit d'Ormuz, les attaques de pétroliers, tout cela vise à étouffer les capacités financières de l'Iran, mais fait aussi grimper le prix du pétrole à l'échelle mondiale, avec des répercussions économiques qui dépassent largement la région. Un scénario évoqué par des experts consisterait même à pousser les pays voisins de l'Iran à durcir, voire fermer leurs frontières, pour restreindre le transit de marchandises vers le pays, une forme de blocus élargi, terrestre cette fois. Troisième enjeu, la régionalisation du conflit. C'est sans doute le point le plus inquiétant de ces dernières semaines. Ce qui devait rester, sur le papier, une confrontation israélo-iranienne appuyée par les États-Unis s'est progressivement étendu au Koweït, à la Jordanie, à Bahreïn, à l'Irak, où Washington et Riyad ont mené des frappes conjointes contre des groupes armés pro-iraniens, provoquant d'ailleurs un démenti de Bagdad qui nie avoir approuvé ces opérations. Des groupes pro-iraniens ont même menacé de frapper directement l'Arabie saoudite en représailles. On voit bien le risque. Plus le conflit s'étire, plus il aspire d'acteurs régionaux qui, à l'origine, cherchaient plutôt à s'en tenir à l'écart. Il faut aussi mentionner la dimension informationnelle et symbolique de cette guerre. Des médias iraniens ont diffusé des menaces visant directement Donald Trump, puis Melania Trump, dans des vidéos appelant explicitement à leur assassinat, un degré de rhétorique qui, quoi qu'on pense du conflit sur le fond, marque une dérive préoccupante dans la manière dont cette guerre est communiquée aux opinions publiques. Sur le plan international, la réaction n'a pas été unanime. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que plusieurs pays non impliqués, ont condamné les frappes américano-israéliennes. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU a, de son côté, adopté une résolution condamnant les frappes de représailles iraniennes contre les États du Golfe. 2 condamnations, dans des sens différents, signent, une fois de plus, de la difficulté de la communauté internationale à dégager une position commune face à ce conflit. Partie 6. Analyse et perspective. 22h30, 24h30. Alors, où va-t-on? 3 scénarios se dessinent, selon moi, à court et moyen terme. Le premier, c'est la poursuite du schéma actuel, des cycles de frappe répliques, ponctués de cessez-le-feu de courte durée qui s'effondrent systématiquement au bout de quelques semaines. C'est le scénario le plus probable si aucune des 2 parties n'obtient un avantage décisif sur le terrain. Le deuxième scénario, plus sombre, c'est l'élargissement incontrôlé du conflit à d'autres pays du Golfe, un basculement vers une guerre véritablement régionale impliquant l'Arabie saoudite, l'Irak ou d'autres acteurs de manière plus directe, avec un risque de fragmentation encore plus grande de la sécurité au Moyen-Orient. Le troisième, plus optimiste, s'appuierait justement sur cette diplomatie parallèle qu'on évoquait, un accord nucléaire civil avec Riyad, une normalisation saoudo-israélienne qui pourrait, à terme, isoler davantage l'Iran diplomatiquement et pousser Téhéran vers une négociation plus contrainte, sans pour autant garantir une paix durable. Ce qui est certain, c'est que cette guerre a déjà rebattu les cartes géopolitiques de la région pour les années à venir, indépendamment de son issue. La mort d'Ali Khamenei, chef spirituel et politique de la République islamique depuis des décennies, marque à elle seule un tournant historique dont on n'a probablement pas encore mesuré toutes les conséquences internes pour le régime iranien. Partie 7. Conclusion, 24 minutes, 30, 25 minutes. Voilà où nous en sommes, à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Une guerre qui dure depuis 5 mois,
qui a déjà emporté le guide suprême de l'Iran, qui menace en permanence de déborder sur l'ensemble du Golfe et qui continue de peser sur les marchés mondiaux du pétrole. Ce que je retiens surtout, c'est la fragilité de chaque cessez-le-feu signé depuis février. Un signe que ni Washington ni Téhéran n'ont encore trouvé, ou peut-être même cherché, une issue politique durable à ce conflit. Dites-moi en commentaire quel scénario vous semble le plus probable selon vous. Et si cette analyse vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, abonnement, et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la Voix des Nations.